Bienvenue à cette neuvième session des rencontres culturelles francophones, consacrée aujourd'hui à Yann Arthus Bertrand, photographe, réalisateur et surtout militant écologiste. Donc bonsoir Yann Arthus Bertrand. Bonsoir. C'est l'après-midi chez moi, hein. Oui, bonjour Voilà, encore, 14h30. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de participer aux rencontres francophones organisées par l'ambassade de France au Kazakhstan et l'Alliance française de nos sultanes. Alors, j'aimerais tout d'abord revenir sur votre parcours, puisque vous êtes photographe, vous avez notamment réalisé deux ouvrages de photographie, Lyon en 1981 et La Terre vue du ciel en 1999. Alors, je t'arrête tout de suite. J'ai fait 60 livres de 60, photos. oui, beaucoup plus. Mais je m'arrêtais sur ces deux premiers qui ont été constitutifs, D'accord, 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 d'accord. La Terre vue du D'accord. ciel qui a donné votre marque de fabrique ensuite, puisque elle a été diffusée à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Et puis, elle a permis effectivement de vous faire connaître et puis d'instiguer ces captures aériennes que vous avez ensuite, qu'on retrouve dans les films que vous avez réalisés par la suite. Et donc justement, j'aimerais d'abord vous entendre là-dessus. Racontez-nous un petit peu votre parcours de photographe à l'origine. Alors, pour le faire assez bref, je suis parti à 30 ans avec ma femme Anne pour faire une étude sur les lions au Kenya. Moi, j'avais été très, très mauvais à l'école. Et très, très mauvais. J'avais zéro diplôme. J'ai fait 14 écoles. J'ai viré de partout. Et j'ai découvert ma passion entre 20 et 30 ans en dirigeant une réserve. Et à cette époque-là, en France, on pouvait passer, alors je ne sais pas si on peut le faire encore, un doctorat. Parce que moi, je voulais faire une étude sur le comportement des lions. Et avec ma femme, on est passé préparer une thèse sur le comportement des lions au Kenya avec un directeur de thèse, c'était Pierre Pfeffer, du muséum. Et on est parti là-bas. Et en fin de compte, ma femme écrivait, moi, je faisais des photos. J'en fais déjà un petit peu avant, mais c'était vraiment photographe. Et j'ai pris cette passion de la photographie, qui racontait une histoire pour notre thèse qui était aussi importante que l'écriture. Et j'ai découvert la photographie aérienne, parce que pour gagner ma vie, j'étais pilote de montgolfière. Et en plus, je regardais le territoire sur lequel travaillaient les lions. Je me suis aperçu que la photographie aérienne amenait des images, des informations qu'on ne pouvait pas voir vu du sol. C'est l'époque, il n'y avait pas Google, hein, il n'y avait pas Google Earth où tout le monde pouvait voir sa maison vue du ciel. C'est une chose très commune. À cette époque-là, c'était très nouveau. Donc, quand je suis rentré en France, on a fait ce livre Lyon. J'ai pas soutenu la thèse parce que j'avais plus envie, parce que on a vendu très facilement tous nos sujets. Et je me suis dit, je voyais les scientifiques comme ils ramaient pour travailler, trouver des subtils. Je me suis dit, c'est plus malin d'être photographe et de faire de l'écologie à travers la photographie, et non pas en tant que scientifique. Voilà, et ça correspondait plus à ce que j'étais. Et j'ai lu photographe, et Hervé de la Martinière, qui dirigeait les éditions Hachette à cette époque-là, m'a dit, est-ce que tu veux faire un livre sur Paris, parce que tu as fait de l'aérien. J'ai commencé à faire un livre sur Paris, vue du ciel, et j'ai adoré faire ce travail. En fin de compte, j'ai pris le même plaisir à faire Paris, qui était ma ville, que de voler au Kenya. Donc, je suis devenu un peu un spécialiste de la photographie aérienne. Et j'ai passé, je te raconte tout d'un coup, hein. Et donc, après, j'ai été photographe pendant 10 ans. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait le Paris-Dakar, je faisais Roland-Garros, et surtout avec toujours un côté, même le Paris-Dakar, je m'intéressais surtout aux Africains, aux paysages plus qu'aux bagnoles, qui ne m'intéressaient pas du tout. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de sujets sur Diane Fossey, Jane Goodall, quoi, des gens qui s'intéressaient à l'écologie. Et je faisais aussi le salon de l'agriculture où j'avais monté un studio, je photographiais les fermiers avec leurs animaux pour parler des races qui disparaissaient. Et en 1998, c'était la grande conférence de Rio, la première COP, on peut dire. Et je me suis dit à ce moment-là, il faut que je fasse un grand travail sur la Terre. Et donc, pendant une dizaine d'années, je suis parti, ou 8 ans, je suis parti photographier la Terre, voilà, intensément. Et ce travail a transformé ma vie parce que j'ai rencontré énormément de scientifiques qui étaient inquiets, énormément. J'ai découvert la beauté du monde, qui était, je savais, mais encore plus fort que je pensais. J'ai découvert la pauvreté, les villes qui s'agrandissent, beaucoup, beaucoup de choses. Tout ça a fait que je suis sorti de ce travail complètement activiste. Et on a eu la chance inouïe que le livre a très très vite été un succès, un peu pas par hasard, mais d'abord on a fait un livre pas cher. Un peu au départ, parce que l'éditeur avait peur de ne pas vendre les 30 000 exemplaires qu'il avait fait, donc ils avaient fait un prix d'appel que j'ai imposé par la suite. Et surtout, notre chance incroyable a été que tous les musées ont refusé nos photos. Mhm. C'était un peu de la photo carte postale, pas de la photo noir et blanc. Voilà, j'avais pas. Et donc, on a inventé les expos dans la rue.
Et donc, j'ai exposé la Terre vue du ciel dans 200 pays. On a inventé ça. La première est en rue de Médicis sur le Sénat, qui avait accueilli 2 millions de personnes. Et après, dans toutes les villes, on a été exposition de la rue. Il n'y en a pas eu, je crois, chez vous, mais on en a fait beaucoup, beaucoup. Et ça a donné une publicité au livre incroyable. C'est la première fois qu'on a exposé des photos dans la rue. C'était des vraies photos, ce n'était pas des photos numériques comme aujourd'hui, c'était imprimé avec du papier photographique. Les imprimantes numériques n'existaient pas. Donc, c'est des vrais papiers photographiques plastifiés. Et donc, ça a donné une publicité inouïe au livre. Et le livre, on en a vendu peut-être 4 millions, puis plus après tous les produits dérivés. Donc, ça a été... Et donc, ça a changé ma vie complètement. Après, j'ai fait de la télé, voilà, du film. Mais c'est vraiment ce travail sur la Terre vue du ciel a été vraiment J'étais déjà un écolo, parce qu'entre 20 et 30 ans, je m'occupais d'une réserve zoologique. Et j'étais passionné par les animaux. Mais aujourd'hui, l'écologie, c'est surtout s'intéresser à l'homme plus qu'aux animaux. Voilà. Et justement, depuis vos 20 ans, vous agissez activement pour l'écologie. En 2005, vous avez également fondé la fondation Good Planet. Alors, comment est née cette idée? Comment est... D'ailleurs, s'il y a des gens que ça intéresse, cette fondation, si vous m'envoyez vos adresses sur mon mail qui est assez simple, c'est yann2, yann avec un 2, @yab.fr, je répète, yann2, @yab, c'est mes initiales.fr, j'espère que tu pourras le mettre. Et donc, si ça vous intéresse, je peux vous inscrire tous sur les dépêches de la fondation, où tous les matins, on envoie des dépêches quotidiennes sur l'environnement et sur l'écologie. Et j'ai fait cette fondation au départ qui était surtout au départ, pour deux projets qui étaient d'abord la compensation carbone solidaire. Quand vous prenez l'avion, vous pouvez compenser votre carbone à travers en aidant des gens en Inde, en faisant des réservoirs à méthane, tout un système pour regarder sur la fondation Good Planet. Je pense que c'est vraiment, aujourd'hui, on sait ce qui se passe, on ne peut pas prendre l'avion, on ne peut pas commencer ses vols. Et moi, j'ai compensé mes vols hélicoptères, tu vois, mes vols avions depuis quand même 15 ans. Et en tant que je le fais, j'ai le premier d'avoir annoncé que moi-même, je polluais la Terre avec mon travail. D'ailleurs, entre nous, je ne prends plus jamais d'hélicoptère. J'ai même arrêté de prendre l'avion depuis quelques mois. Donc, tu vois, voilà, Greta m'a convaincu qu'il fallait arrêter l'avion. Et puis, en même temps, j'ai créé le projet 6 milliards d'autres, qui était le projet qui dépend de Human. 6 milliards d'autres, c'est comme une histoire assez extraordinaire. Un jour, je suis tombé en panne d'hélico sur le Paris-Dakar, sur les reconnaissances du Paris-Dakar. Et je suis resté 3 jours dans un petit village avec ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. Ce sont les gens qui vendent rien, qui vivent au quotidien, qui travaillent la terre au quotidien pour se nourrir et qui sont loin de tout. Quoi. Il y a près d'1 milliard de gens dans le monde qui sont comme ça, qui travaillent souvent à la main, des gens qui font beaucoup d'enfants pour avoir des bras, pour travailler avec eux, des gens qui ont peur de la maladie, que si tu es malade, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas nourrir ta famille si tu es malade. C'est une chose qu'on a un peu oubliée. C'est aussi des gens qui ont peur de la météo, voilà, qui sont en dehors un peu du monde autour d'eux et qui en souffrent. Et j'ai passé 3 jours avec eux, ils m'ont tout raconté. Et j'ai été reçu comme un frère. J'ai été reçu comme ils ont tué une chèvre pour moi. Là, c'est pas beaucoup d'animaux. Moi, j'avais dessiné ma maison. J'ai passé 3 jours incroyables. Et je me suis dit, dans mon travail de la Terre du ciel, il manque ce travail d'interview, d'écouter le cœur des gens. Et c'est pour ça que j'ai commencé par 6 milliards d'autres, qui était avant Human, en fin de compte, qui a été monté au Grand Palais, qui était un grand succès. Il y a quelques années, on a fait ce film Human qui mélangeait la photographie aérienne avec ses interviews. Et j'adore faire ça. Et on continue à le faire en ce moment. On vient de faire ce film Human, on en parlera tout à l'heure. Et là, on fait même un projet sur la Convention citoyenne en France. Vous savez ce que c'est? Il y a 150 Français qui ont été nommés un peu par hasard pour parler d'écologie. Et on va faire des interviews d'eux en ce moment. On a même lancé sur Ulule un programme participatif. Donc, si vous voulez nous aider sur ce film, je n'étais pas là pour le dire, mais voilà, vous allez sur Ulule et vous pouvez nous aider à financer un film qui est entièrement fait avec un... On ne veut pas avoir de mécènes sur ce film, parce que ce n'est pas dans le système capitaliste. On veut vraiment avoir un système produit par les Français eux-mêmes. Et donc, on va écouter les 150 personnes qui ne connaissaient rien à l'écologie, qui d'un seul coup sont tombées voilà, dans le bol de l'écologie, je dirais. Voilà. On enverra le lien aux participants. Pour revenir sur l'écologie, j'aimerais citer des chiffres assez forts aux participants de cette rencontre. Aujourd'hui, 70% des terres, 40% des océans, 50% des cours d'eau sont endommagés. C'est un quart des espèces animales et végétales qui sont menacées d'extinction selon le rapport IPBES. D'après WWF, on consomme une planète et demie. J'aimerais revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, notamment, Yann Arthus Bertrand, vous vous définissez comme un écologiste perdu. Non, mais quand, par exemple, tu vois les chiffres du WWF, qui sont des chiffres absolument impressionnants, le WWF dit en 40 ans, on a perdu 60% du vivant. Je vais le répéter 2 fois.
en 60 ans, on a perdu 40% de vivants. C'est incroyable d'entendre ces chiffres. Je ne parle pas d'environnement, d'écologie. Aujourd'hui, moi, je suis en train de préparer un film qui s'appelle Legacy, qui est un film après Home. J'ai fait un film qui s'appelle Home, qui est assez connu. Je vous conseille de regarder tout sur Internet. C'est je crois, en 20 langues, c'est assez facile. Et c'est un film que j'ai fait il y a 10 ans, où je croyais, il y a 11 ans, je pensais qu'on allait pouvoir changer le monde, les gens allaient évoluer. En fin de compte, on a continué exactement comme avant, on n'a rien changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir cette réflexion, aujourd'hui, les scientifiques parlent de la 6e extinction. Ça veut dire quoi? Ils parlent de la fin du monde. C'est quand même assez impressionnant de penser que ma génération, qui est la génération qui a tout connu, quoi, la croissance, quand on était 2 milliards quand je suis né, aujourd'hui on est 8 milliards. Bon, on vit beaucoup plus vieux, on est tous beaucoup plus riches, mais on est en train de détruire l'environnement. Parce que cette croissance, cette envie d'avoir plus, eh bien, est en train de tuer la vie sur Terre. C'est assez impressionnant de penser à ça. Et donc, voilà, aujourd'hui, ça dépend comment j'ai dormi. Hein. Si je dors bien, je suis optimiste. Si je dors mal, je suis pessimiste. On va tous mourir un jour, quelque part. Mais quelque part, de réfléchir et de se battre jusqu'au bout. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, dans ce monde difficile et compliqué, parce que de toute façon, on n'arrêtera pas le changement climatique, je vais même vous dire une chose qui est assez déprimante. Je vous conseille de regarder les vidéos de Jean Covici, qui est un mec génial, un polytechnicien qui est pas très bien. Jean Covici, retenez bien ce nom. Il y a énormément de conférences sur lui, sur vidéo. Il en parle très, très bien. Et aujourd'hui, ce qu'il dit, ce qui est assez impressionnant, que tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qu'on fait pour essayer de limiter nos actions sur les gaz à effet de serre, n'aura d'effet que dans 20 ans. Tout ce qu'on fait aujourd'hui ne servira que dans 20 ans. C'est dingue de penser à ça. Et maintenant, il faut le faire, parce que dans 20 ans, c'est la fin de l'accord de Paris, quoi. On devrait tous émettre, soi-disant, 2 tonnes en 2050 par Français. C'est impossible, on est à 12 tonnes aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas ridicule. Et il y a une inertie incroyable qui est en train de se faire. On ira certainement vers un monde difficile et compliqué que vivront mes petits-enfants. Pas mes petits-enfants, ils ont 10 ans, toi 7 ans. Ils vivront un monde difficile. Et ce n'est pas ridicule de se dire quelle est ma responsabilité, qu'est-ce que je peux faire. Et dans ce monde difficile et compliqué, moi, j'ai 74 ans. Je pense que donner du sens à sa vie dans le peu de temps qui te reste à vivre, ben, c'est le moment où tu dois agir. Tu ne peux pas dans ton coin pleurer tout seul dans le noir. Hein. C'est ce que disent les Africains. Il faut allumer une lumière. Et chacun, aujourd'hui, peut faire quelque chose, donner du sens à sa vie et agir rend heureux. Je pense que de faire quelque chose, ben, ça te rend heureux. Donc, je suis parti avec la fondation. On a une fondation à Paris qui s'appelle la Fondation Good Planet, qui est ouverte, qui vient de rouvrir hier, et gratuitement, on reçoit des gens pour parler d'écologie, d'environnement. Et on a fait à la Fondation un truc formidable, peut-être vous intéresser pour vous. On a envoyé dans toutes les écoles de France 17 posters sur les ODD. Les ODD sont les objectifs du développement durable que la France a signé avec les Nations Unies. Donc, c'est 17 objectifs, pauvreté, droits des femmes. Et si vous voulez pour l'école française, chez vous, là-bas, il suffit de nous le demander, ou quelqu'un qui vient à Paris, on fait des allers-retours, vous le ramène. Et c'est des posters, c'est 17 posters, un petit kit qui est gratuit, qui est ouvert. Ça, c'est un travail que fait la Fondation par hasard. Et c'est important, parce que quand les enfants ont dans leur classe, pendant une année entière, une photo qui parle de pauvreté, eh bien, cette photo va vous marquer de la vie entière. Parce que vous aurez pendant un an, au moment où vous travaillez, les profs vous la montrent. Et je crois énormément au visuel qu'il y a dans les classes. Voilà, ça, c'est important. Parce que je pense que vous le regardez encore plus que quelque chose qu'il y a chez vous. Et surtout, les profs vous en parlent. Vous allez passer un an. Et donc, voilà, on a fait ça. Et je suis assez content d'avoir monté cette opération avec l'Éducation nationale. Justement, j'aimerais revenir sur la révolution écologiste. Vous préconisez plutôt une révolution qui serait spirituelle du fait de l'échec de la révolution écologique par le Non, monde mais économique. ce que je veux dire, c'est que c'est drôle parce que pendant que j'attendais tout à l'heure, j'étais en train d'envoyer un petit SMS à quelqu'un pour faire une tribune dans le monde sur Total, sur le pétrole, par exemple. Aujourd'hui, les écolos sont là. Il y a eu une manifestation l'autre jour à la Défense où ils ont repeint Total avec du noir, quoi, l'immeuble. Et je pense que je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que Extinction Rebellion, qui est une association qui est des gens qui sont sincères, hein, parce que je comprends que quand on a 20 ans aujourd'hui, on peut être en colère dans le monde qu'on laisse. Mais je pense qu'on se trompe d'ennemis. L'ennemi, c'est toi, en fin de compte. Total, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Total, ils sont en train de vendre du pétrole. Mais ce n'est pas eux qui sont responsables de leur utilisation. Maintenant, il faut qu'ils le fassent bien. Et je pense que Total devrait annoncer, par exemple, que ce qu'ils vendent est rare, précieux et polluant. Ils devraient le dire. Et est-ce que c'est normal que Total soit dans ce monde capitaliste? Je ne le pense pas. Je pense que ça devrait être nationalisé et qu'on ne devrait pas être content de vendre du pétrole, on devrait être content d'en vendre de moins en moins. Et je pense que cette révolution de réflexion sur qu'est-ce que c'est très spirituel. Il ne faut pas attendre une révolution scientifique. On ne va pas remplacer les 100 millions de barils de pétrole qu'on consomme tous les jours par des panneaux solaires ou des éoliennes, même si c'est toujours bien de le faire.
ça ne sera pas une révolution politique, parce qu'on a les hommes politiques qu'on mérite, ils nous ressemblent, ils sont là pour l'homme politique, il est là pour le pouvoir d'achat, tu vois. Voilà, on voit bien aujourd'hui ce qui se passe, garder les emplois, quoi. L'écologie, malheureusement, est très loin devant les problèmes de quotidien. Et donc, cette révolution ne sera pas non plus économique, parce que l'économie, aujourd'hui, il faut que ça marche, il faut vendre, il faut la croissance. Et cette croissance est en train de nous tuer, quoi. Ce n'est pas une décroissance, c'est une croissance différente. Et je pense que cette révolution doit être chacun de dire qu'est-ce que moi je peux faire. Quand je parle du spirituel, c'est pas toujours l'autre. C'est pas toujours l'autre qui fait mal. Nous aussi, et chacun fait sa part. Quelqu'un qui peut faire très très peu, mais c'est pas grave. Et je pense que ça peut nous aider à vivre ces moments difficiles et compliqués si moins tu fais ce que tu peux. Alors c'est un peu utopique et un peu nunuche peut-être, hein. J'ai souvent des gens qui se moquent un peu de moi sur ma naïveté, mais je pense que je vois pas très bien d'autre solution que cette révolution. On vit un peu dans cette banalité du mal. C'est Hannah Arendt qui a écrit ça, hein, qui est une philosophe très connue. On mange de la viande industrielle, on sait que c'est pas bon, on sait qu'il y a la souffrance animale, le soja, que cette viande industrielle est en train de détruire la planète. Il ne faut pas oublier que moi, depuis que je suis né, on a multiplié par 4 la population du monde, mais on consomme 1000 fois plus de viande. Et cette viande, elle est fabriquée en usine, quoi, pratiquement, avec des produits qui arrivent de partout, quoi. C'est plus du tout naturel comme on faisait avant. Et c'est une chose très facile. Cette banalité du mal, on prend l'avion, on dit c'est pas grave, bon, l'avion consomme énormément. Un aller-retour New York, c'est 2 tonnes de carbone par personne. Et il faut imaginer que 2 tonnes, c'est ce que devra dépenser un Français par an. Donc, si tu fais un aller-retour New York, c'est à bouffer tout ton bonus écolo que tu as fait en faisant du vélo, en arrêtant la viande, voilà, en changeant pas ton nouvel iPhone. Donc voilà, tout ça, c'est une réflexion qui est très personnelle. Alors, spirituelle, c'est peut-être pas. Et en même temps, il y a une espèce d'être dans le bon, quoi. C'est d'être spirituel. Je pense que la religion, c'est qu'est-ce qu'est le mal, qu'est-ce qu'est le bien, et d'être plus dans le bien. Voilà. Alors, je Vous-même, me vous n'êtes répète, pas c'est un pratiquant, peu utopiste. mais Oui. vous avez participé à illustrer la lettre encyclique du pape François pour sauver la Oui. planète. C'était une lettre de... Il faut arrêter ce mot sauver la planète. Ça ne veut rien dire, s'il te plaît. Oui, C'est pas sauver en la tout cas planète, elle va l'humanité. continuer à tourner tout le temps. Hmm. C'est préserver la vie sur Terre. Parce La que vie sur la Terre, planète, elle va continuer à tourner pendant quelques dizaines de millions d'années après nous. Voilà. Oui, j'ai. En fin de compte, pour financer un orphelinat qu'une bonne sœur a à Brazzaville, chercher un moyen de le faire. Et comme c'est une bonne sœur, moi je ne crois pas en Dieu, mais bon, une bonne sœur formidable, et on cherchait un moyen. Donc j'ai dit on va faire un livre sur ce texte du pape qui s'appelle Laudato Si, qui est un texte formidable sur l'environnement, l'écologie, mais il parle beaucoup de pauvreté, de responsabilité. Et la petite histoire qui est marrante, c'est qu'un jour, je reçois un appel du Vatican qui me dit est-ce que vous voudriez, je te la joue bref, qui me demande est-ce que vous voulez illustrer le propos du pape sur les océans. Je dis oui, pour moi c'est intéressant, parce que le pape, il a quand même une audience incroyable, et je pense que c'est important de l'aider dès qu'il parle d'environnement, à mon petit niveau, bien sûr. Et on m'envoie une vidéo du pape qui parle dans son bureau des océans, d'une tristesse incroyable. Et je lui dis, mais c'est pas possible de faire ça. Et je dis au grand du Vatican, bah, écoutez, moi je veux bien le faire, mais je ne veux pas comme ça. Nous, on vient filmer le pape parler, sinon on ne le fait pas. Et alors le Vatican me dit, non, non, ça ne se fait pas. Le pape est comme la reine d'Angleterre, il ne donne jamais d'interview, vous ne pourrez jamais le filmer. Je dis, bon, ben, dans ce cas-là, tant pis, désolé, prenez votre texte, vous prenez les images si vous voulez, mais nous, on s'en occupe pas. Et je reçois un message 15 jours après, le pape vous attend. Je dis, ah bon, mais le pape a accepté que vous le filmiez. Et donc, nous voilà le soir, arrivant au Vatican avec mon co-réalisateur Michael Pitio et un cadreur, Jim. Et on arrive au Vatican, on visite le Vatican le soir, fermé, génial, hein, tout seul, on visite le Vatican, il n'y a plus personne, c'est pendant les vacances. Et on trouve un endroit dans le jardin. On met un fauteuil pour filmer le pape sur les océans. Le pape arrive, très sympa, mais vraiment, je vous conseille de regarder sur Netflix Les Deux Papes, qui est un film génial. Hein. C'est son histoire vraie et c'est vraiment formidable. Et le pape arrive, je dis, mais comment je vous appelle, monsieur le pape, monseigneur? Il dit, vous appelez-moi Père François. Et voilà, et il s'installe. C'est très rigolo parce qu'au Vatican, ils ont un grand prompteur, un prompteur avec un grand texte écrit en gros. Et alors, il y avait un gars, un prêtre, qui le tenait en grand, puis le frappisait. Et à un moment, à un moment je dis au pape, Père François, vous n'avez pas d'énergie là. Là, on a l'impression que vous vous embêtez, donnez plus, allez-y, quoi. C'est important ce que vous dites.
Alors il me regarde, il me dit oui, puis il y a le gars à côté de moi qui dit Monsieur Artus Bertrand, je vous rappelle que vous parlez au pape. Je dis oui, le pape, il dit c'est pas grave. Et après, ce qui était très formidable, ça dure 20 minutes, et après, ils voulaient nous donner à chacun un chapelet béni, parce qu'ils distribuent des chapelets. Et comme ils n'avaient pas les chapelets, ils ont été les chercher. Et donc on est resté 1 heure avec le pape à parler. Mais formidable, on a parlé au pape, ce qui n'arrive jamais. Le gars m'a dit, le jésuite qui me dit, mais ça n'arrive jamais ce que vous avez fait. Je vais parler de la viande industrielle, je vais parler du bio qui n'est pas de bio au Vatican, je vais parler que ce n'est pas normal comment je fais la viande industrielle au Vatican, je vais parler de sa vieille voiture diesel qui polluait, sur laquelle il était arrivé. On a commencé à parler, et bon, il est très drôle, il est vraiment très Il fin. est très sensible aussi à Voilà. ces thématiques. Quoi Le pape est très sensible aussi à ces thématiques-là. Non, mais c'est oui, puis on voit que c'est quelqu'un de bien, quoi. Quelque part, il est prisonnier de son truc. On voit qu'il est très. Voilà, je pense que c'est lourd à porter. Hein. Que ce qu'il fait, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, surtout pour un religieux comme lui. Et d'ailleurs, dans les 2 papes, là, on voit que le pape, l'autre pape, l'allemand, là, ne tient pas le coup, il n'y arrive pas, il lui demande de prendre sa place. Et c'est vraiment formidable. Et voilà, on a passé 1 heure avec le pape, et donc, faut se faire bon, je ne suis pas copain avec le pape, j'aimerais bien, mais c'est quelqu'un vraiment de. Et on est sorti de là en disant que c'était quelqu'un, une grande âme. Quoi. Il y a des gens dont, tu vois, on a souvent besoin de gens qu'on a envie de suivre. Ben, ça, c'est quelqu'un de formidable, bien évidemment. Sans être croyant, j'ai appris que vous aviez justement été marqué par des figures religieuses assez tôt. Il se trouve que moi, je m'intéresse aux gens de plus en plus qui aident les autres et qui donnent, qui partagent. Et c'est vrai que quand je vois ma vie professionnelle, je me souviens très bien d'avoir été en Inde, dans une léproserie, et j'avais vu une bonne sœur qui était là, qui avait 85 ans, française, qui n'était jamais rentrée en France depuis, tu vois, 85 ans, je parle il y a 30 ans, ça, donc tu vois, elle avait pratiquement vécu la guerre de 14. Et en parlant avec elle, et quand je suis arrivé, elle avait dans les bras un lépreux qui avait plus de nez, plus d'oreilles, et qui l'aidait à mourir. Je n'avais jamais vu ça, quelqu'un qui était en train de mourir dans ses bras, qui râlait. Et elle l'embrassait, tu vois, et je me suis dit, voilà, ça c'est assez formidable. Quelqu'un d'aider quelqu'un à mourir, qu'est-ce qu'il y a de plus belle chose à faire, parce que mourir, c'est la chose la plus épouvantable qui peut t'arriver. Et d'avoir quelqu'un qui est en train de te bercer dans les bras et tout, j'étais très impressionné. Je travaille avec Brazzaville, si vous voyez, sur Internet. Il y a un petit film que j'ai fait qui s'appelle Retour à l'essentiel avec une sœur qui s'appelle Marie-Thérèse. Alors, je ne travaille plus avec elle parce que c'est un peu compliqué pour les comptes et tout, mais elle est vraiment formidable et elle fait un boulot génial. J'ai une autre sœur qui s'appelle Sœur Ida qui fait s'il y a des gens qui m'entendent, qui veulent nous aider, l'association s'appelle Badao. Et on est en train de construire un orphelinat pour les autistes, les enfants autistes qui sont abandonnés dans la rue à Brazzaville. Et elle fait un travail formidable. Et d'ailleurs, le Laudato Si, le livre du pape et tous les droits d'auteur sont pour. Mais c'est pas suffisant. Si vous pouvez voir, ça s'appelle Badao. Et sinon, vous pouvez toujours essayer de me joindre sur yann2@ykab.fr pour nous aider. Voilà. Merci beaucoup. Et même encore, je vais encore raconter pour une bonne sœur. Moi, j'ai ma grand-tante qui a 102 ans et qui est dans une maison de retraite et qui a été une dominicaine. Et tous ses amis sont morts, elle est toute seule, elle est dans sa maison de retraite. Et une maison de retraite, c'est pas rigolo, quoi. Tu vois, il y a des couches partout, ça sent le pipi, c'est des gens qui hurlent qui ont Alzheimer. Vraiment, c'est pas marrant de finir sa vie là-dedans, je dois reconnaître. Et quand je vais la voir, la dernière fois je la vois, j'ai dit, mais comment tu fais pour chaque fois que j'arrive dans ta chambre, tu as le grand sourire, comment tu fais pour être heureuse là-bas? Elle me dit, Yann, c'est super facile. Directement, je ne pense pas à moi, je pense aux autres. Et si tu veux, ces réflexions-là, c'est des réflexions qui te font grandir. Quoi. Tu dis, ben ouais, toi, d'être heureux, c'est d'occuper des autres. Voilà. Et plus ça va, plus je suis. Alors, je ne suis pas du tout un bon exemple, mais j'essaie. Voilà. Justement, votre famille aussi était là-dedans. Est-ce que jeune, vous avez été marqué par… Ouais, un petit peu. Ouais, c'est vrai que mon père et ma mère faisaient beaucoup de choses, mais je ne m'en rendais pas compte. Et c'est vers la cinquantaine par là que je me suis aperçu que, en fin de compte, de toute façon, dans la vie, plus tu donnes, plus tu reçois. Donc, quelque part, c'est un peu un style de vie. Plus tu donnes, tu aides les autres, plus tu reçois quelque chose. Donc, c'est presque pas égoïste, mais ça te fait du bien à toi aussi. Il ne faut pas oublier. C'est jamais désintéressé tout ça. C'est comme quand on t'offre un cadeau à quelqu'un, tu as envie qu'il regarde et qu'il soit content, qu'il te remercie. Quoi. Tu te dis, est-ce que ça va lui plaire? C'est un peu comme ça. Il ne faut rien attendre en retour, je pense. Hein. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez de ce glissement justement vers des sujets uniquement sur la nature et à des sujets qui touchent plutôt l'humain. Et je souhaiterais justement parler du film Human qui a été réalisé en 2015 et mis en musique par Armand Amar. Et justement, ce film, alors racontez-nous un petit peu l'origine de ce film et comment vous en êtes amené à réaliser ce long métrage.
D'abord, quand on est réalisateur comme moi, indépendant, moi, je travaille que sur mes projets à moi. C'est-à-dire que personne ne vient me voir. Yann, est-ce que tu voudrais faire un film pour nous? J'ai quelques projets comme ça, mais souvent je les refuse, que je ne me sens pas à l'aise. Donc, l'idée, c'est de toujours trouver des choses qui te font avancer, quoi. Et donc, il y a quelques années, il y a presque 6, 7 ans, j'étais très à l'aise avec ces interviews. On en a fait énormément. C'est des interviews assez longues, hein, ça dure 2 heures. Les gens parlent devant une caméra, c'est un peu comme aller chez un psy. Donc, souvent, on voit bien dans Human la force de ce que les gens racontent. Et en gros, j'avais envie de faire un film qui regroupe tout ce que je sais bien faire, c'est-à-dire la photographie aérienne, sans commentaire, avec de la musique, simplement très, très planant en fin de compte. Nous, on fait toujours au ralenti, donc c'est toujours un temps de le voir. Et puis, ces interviews qui peuvent te transpercer le cœur. Et je pense que Human est certainement le meilleur film que j'ai fait. Et je trouve que c'est un film formidable. C'est vraiment un film. Je vous conseille de regarder Woman qui va sortir bientôt, qui est un film sur les femmes, beaucoup plus court que Woman. Human, ça dure 3h10, quoi, la version cinéma. Là, on a fait un film d'1h50. Mais voilà, c'est des questions qu'on devrait se poser tous les jours. Est-ce qu'on est capable de pardonner? Pourquoi la pauvreté? Pourquoi la guerre? Pourquoi est-ce qu'on fait encore la guerre? Pourquoi mon pays, la France, est le troisième vendeur d'armes au monde? On peut se poser ces questions-là alors qu'on est le pays des droits de l'homme. Tu vois, la guerre en Syrie a fait 350 000 morts, sans doute plus de morts qu'il y aura pour le Covid. Tu vois, donc ces questions-là peuvent se poser. Voilà, l'homophobie, le sens de la vie, la religion, l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Bon, c'est un film extrêmement ambitieux. Et on fait des interviews avec les gens dans le monde entier. Souvent, d'ailleurs, on va filmer les gens. Par exemple, tu vas filmer un soldat américain pour parler pourquoi il y a un moment très fort dans le film où tu parles de soldats américains qui parlent du plaisir de tuer. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir honte de le dire. Quand on est soldat et qu'on se bat, il y a une espèce de plaisir, un peu comme un chasseur. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais sinon on ne le ferait pas. Il y a quelque chose en nous qui est une espèce de mal en nous qu'on aime faire. Et d'en parler dans le film, on en parlait un petit peu. Il y a un soldat américain qui en parle très bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, aux États-Unis, quand on a fait le film, il y avait plus de suicides de soldats américains qui rentraient d'Irak que de soldats morts en Irak. C'est incroyable de penser à ça. Donc, de faire la guerre, ça te rend fou, quoi. C'est de tuer des gens, t'en sors pas indemne. Et toutes ces questions-là, j'avais envie d'en parler tout simplement. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, tu vas filmer des gens pour parler de la guerre, et en fin de compte, tu les mets parce qu'ils ont parlé d'amour formidablement. Donc, tu vois, c'est toujours comprendre ce qui est le plus intéressant dans ce qu'ils ont dit. C'était un témoignage très fort. Enfin, il y en a de nombreux. Il y a des prisonniers, il y a des soldats, il y a aussi des agriculteurs, des militants, notamment Jane Goodall aussi pour la partie du militantisme écologique, qui est une primatologue. Nous, c'est vrai qu'à l'ambassade de France au Kazakhstan et en Asie centrale, on a beaucoup communiqué sur ce film qu'on peut trouver sur YouTube en libre accès. Je crois que c'était une de vos volontés, Yann Arthus-Bertrand. Et donc, tout le monde a pu le voir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, vous pouvez le découvrir. Justement, sur ces figures, vous avez interrogé des figures très différentes, vous l'avez dit, des soldats notamment. C'est un témoignage qui est très fort, qui est très dur par moments, c'est la violence, mais il y a aussi une vraie force qui est liée à l'amour. Et finalement, est-ce que l'écologie de demain n'est pas fondée sur cette idée d'amour de son prochain, Mais d'amour de la terre? tu sais, le pape, il dit des choses très justes dans son livre. Il parle de la conscience amoureuse du monde. Et je pense qu'on devrait avoir cette conscience amoureuse. Alors, la conscience de ce que nous sommes. Là, je suis dans les arbres à regarder la nature. Et je suis dans une cabane, dans un arbre à 15 mètres de haut. C'est le seul endroit où il y a la 4G qui passe chez moi. Donc, tu vois, c'est pas pour montrer, mais c'est l'endroit où ça passe. Et c'est d'avoir cette conscience de la vie, quoi. Conscience que la vie autour de nous, c'est un truc exceptionnel. Et d'avoir fait ce Covid, d'ailleurs, d'avoir été enfermé 2 mois dans un endroit, tu vois, où tu as vu la nature pousser. Alors, je ne dis pas que j'ai peut-être déjà compris, mais ça me pénètre encore plus de cette puissance de la vie et de la beauté autour de nous. Et surtout, on fait partie de ce monde, quoi. Il n'y a pas d'un côté les hommes et d'un côté la nature. L'homme, il est nature complètement, et ça, on a plus tendance à l'oublier. Et d'avoir cette conscience amoureuse, c'est-à-dire d'aimer. Alors, c'est difficile de dire ça parce qu'on est toujours la nature, elle est aussi violente, c'est un combat au quotidien pour vivre, toi, mais d'accepter les gens autour de soi tels qu'ils sont. D'ailleurs, un arbre, là, je suis dans un arbre, il a accepté ce qui est autour de lui parce qu'il va vivre. Je suis dans un chêne qui a 250 ans. Il a fallu qu'il accepte les arbres qui est autour de lui. Donc, il y a un échange entre les champignons, les arbres communiquent entre eux. Aujourd'hui, on connaît des choses sur les arbres qu'on ne savait pas avant qui sont assez extraordinaires. Donc, cette histoire de d'aimer la vie tout simplement. Et c'est pour ça que, par exemple, moi je suis devenu un végétarien. Végétarien. Alors, je ne dis pas que je suis végétarien à 100%, mais ce respect moi je ne supporte plus, par exemple, les abattoirs, les animaux qui sont abattus par
tous les jours par millions d'une façon sans aucun respect, quoi. L'animal n'a plus. Je pense que les animaux ont des âmes comme les êtres humains, hein, bien évidemment. Et je pense qu'aujourd'hui, la façon dont on traite la vie animale, hein, c'est Yourcenar qui avait dit ça, qui a dit si on si on n'avait pas fait des wagons pour mettre des bestiaux, on n'aurait pas mis des gens dedans, quoi. Voilà. Et quelque part, il y a une vérité là-dedans. Je pense que voilà, ce respect de la vie devrait nous connaître de et cet amour de la vie. Quoi. Alors peut-être qu'il faut un certain âge et qu'il faut une certaine éducation, mais le respect de ce qui vit autour de soi, c'est important. Et mais d'être écolo, aujourd'hui, c'est plus moi qui suis un écolo très basique au départ, qui était très engagé pour la sauvegarde des éléphants, des oiseaux. Aujourd'hui, tu t'aperçois que entre l'humanisme, on doit s'occuper des éléphants, mais il faut aussi s'occuper des réfugiés qui arrivent en bateau. Tout ça, c'est important. Voilà, et je pense que l'écologie aujourd'hui est une écologie très humaniste. C'est plus une écologie comme dans le temps où on était très en conflit avec l'homme qui faisait du mal. En fin de compte, l'homme lui-même et l'espèce la protéger, c'est d'abord l'homme, hein, d'abord. Voilà. Et justement, le message écologiste est plus sous-jacent dans Human. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a ce cadrage, des interviews sur fond noir avec uniquement les propos, puisque c'est différentes personnes à travers le monde qui sont retranscrits en français. Et puis ces pauses, sorte de pauses d'introspection progressive où on a besoin finalement de se retrouver, d'intégrer ces témoignages qui sont très Bien forts sûr, oui. avec cette musique. Justement, est-ce que vous pourriez me parler de la musique avec Armand Amar? Mais Armand est mon meilleur ami et très sensible. Donc, je ne crois pas que j'aurais le droit de faire un film avec un autre musicien que lui. Donc, je suis un peu prisonnier de ce truc-là. D'ailleurs, il prépare un opéra, un concert en Arménie bientôt. Il va faire un grand concert. Je pense que l'ambassade de France va être impliquée là-dedans, un gros truc en Arménie. Euh, et, et cette musique du monde, parce qu'Armand, il vient de cette musique du monde, il avait un label de musique du monde, pour moi, est très intéressante. Et dans le film, il y a des chants mongols, des chants pakistanais, des chants islandais. C'était important pour moi d'avoir cette musique un peu, ouais, la musique du monde. Voilà. Et en même temps, pour lui, c'est formidable, parce que c'est un film. Il avait quand même 1 heure sans parole, où il pouvait mettre sa musique. Quoi. Il n'est pas souvent qu'un musicien a cette chance-là incroyable. Et sa musique, tu vois, esthétise, elle embellit, je pense, toutes ces grandes images. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui trouvent que c'est peut-être, il y en a un peu trop. Moi, j'adore. Voilà. En tout cas, nous aussi, ça nous a plu des retours que l'on a pu avoir des participants kazakhstanais. Justement, concernant Human, combien de temps a duré le tournage? Comment ça s'est fait, ce tournage? Vous êtes allé dans combien de pays? Comment... C'est un tournage, on avait assez de moyens pour le faire. On a été aidé par la Fondation de Bettencourt, que je remercie encore, parce que sinon ce film n'aurait pas pu se faire. Parce que c'est un peu impossible de trouver des gens pour payer un film pareil, surtout pour gagner de l'argent, pour rentabiliser un film pareil. Donc, c'est la Fondation Bettencourt qui nous avait aidé à faire ce film. Et on a été dans une cinquantaine de pays. On a beaucoup, beaucoup tourné. Certainement trop tourné d'ailleurs. On a une matière absolument inouïe d'interviews et je pense qu'un jour, on aura une grande expo dans un musée qui mettra tout ce qu'on n'a pas mis dans ces films parce qu'on a une matière. Et même sur Woman, on aura beaucoup de choses. Voilà. Et là, on est en train de faire un film sur les 150. Je pense qu'on aura encore beaucoup d'interviews. Et on prépare un film sans doute qui va s'appeler Sport, sur le sport dans le monde, pour les Jeux Olympiques pour 2024, qui va être un film 2024, je crois, Jeux Olympiques en France, Jeux à Paris, je crois, un film sur le sport et sur comment le sport peut changer la vie des gens, prendre la défaite, quoi. Tout un peu un film sur, oui, sur le sport. On a envie de faire un film là-dessus, parce qu'à travers le sport, c'est des histoires humaines, c'est ça qui m'intéresse. Et justement, concernant ces rencontres, comment vous avez trouvé ou choisi ces personnes qui, qui, qui sont Parce toutes... que c'est un travail de journaliste. Quand par exemple, on va aussi, par exemple, en parlant de la guerre, on va les photographes interroger des soldats, et bien on va vers c'est beaucoup à travers l'association. En Amérique, il y a beaucoup d'associations qui aident les vétérans américains à s'en sortir, et donc à travers l'association, on trouve des gens qui sont prêts à parler. Après, pour la pauvreté, tu vas à Haïti, tu rencontres par les ONG. On passe beaucoup par les ONG, ou alors par la chance. On fait des recherches, voilà. C'est un mélange de préparation intensive, préparée à l'avance, où les gens, quand ils arrivent, ils savent déjà un peu, il y a déjà un fixeur sur place qui est préparé. Et puis, aussi la chance, ça peut être le chauffeur de taxi, la fille du restaurant. Enfin, le compte, tout le monde a un truc à raconter, à dire. Tout le monde a quelque chose à faire. Donc, on pourrait faire un film avec les 8 milliards d'habitants, on aurait un film formidable. Et très long. Est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a particulièrement touché quand vous repensez
Vous avez parlé du soldat tout à Ouais, l'heure. c'est toujours la question bateau qu'on me pose, mais dans Human, tu as l'interview du début, il est formidable, quoi. Ce type qui a tué et dont la mère de la personne, là, il a tué une mère et un enfant et la grand-mère lui pardonne, quoi. C'est absolument inouï et il le dit en pleurant. Mais peut-être que tous les interviews m'ont beaucoup touché. Il y en a une autre qui m'a touché, c'est Pepe Mujica, qui est le président du Uruguay, qui parle très très bien. C'est un type qui a été président de la République. On a fait des gens connus, on a fait Ban Ki-moon, on avait fait tu vois, des gens connus dont on ne s'est jamais servi. Enfin, c'est des gens qui ont un peu la langue de bois. C'est des gens, quand tu es un homme comme Ban Ki-moon, tu ne peux pas parler de ta vie intime, tu ne peux pas dire des choses personnelles, c'est pratiquement impossible, je pense en tout cas. On a fait Bill Gates, par exemple, très déçu par ce qu'il nous avait dit, tu vois. Il n'y avait pas d'émotion, en fin de compte. Et par contre, quand on a fait le président Uruguay, Bill Gates, qui a été, toi, je pense qu'il a été, je crois, 10 ans en prison et il a passé 7-8 ans sans lire un livre, il a eu le temps de réfléchir, toi. Et ce qu'il dit est absolument génial, quoi. C'est la seule personne qu'on a gardée vraiment de très connue. C'était quoi ta question? Ah oui, là, voilà. Et aussi, la question intéressante, c'est le gars qui finit le film et qui parle, qui dit merci à la vie, qui dit j'ai pas peur de mourir et que j'espère que dans le ciel, je vais retrouver mon meilleur ami qui est mort quand j'avais 20 ans, quand on faisait de l'autostop ensemble, qu'on fait de l'autostop encore dans le ciel. Et surtout, il dit en fin de compte, j'aimerais mourir en disant merci, merci à la vie. Et c'est drôle que ça rejoint une interview qu'on avait faite il y a très longtemps, qu'on n'avait pas gardée d'ailleurs, parce que j'avais pas compris l'importance de ce qu'elle disait, et surtout c'était assez mal filmé, mais quelqu'un qu'on avait fait à Madagascar c'est vraiment une réflexion que j'y pense pratiquement tous les jours. Une femme malgache qui savait pas lire, pas écrire, qui sont ces gens qui sont agriculteurs de subsistance. Et cette femme, qu'on lui demandait quel est votre plus grand rêve, et elle m'avait répondu, mon plus grand rêve, c'est de mourir avec le sourire. Et je pense que c'est tellement intelligent de comprendre qu'on va tous mourir un jour. Il faut donc accepter sa mort. C'est pas facile à accepter. Mais que surtout, dans sa vie, on meurt heureux de ce qu'on a fait, quoi. Heureux de sa vie. Et c'est pas facile hein, de se dire, de mourir en disant, ben voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai fait des conneries, mais j'essaye, voilà, mais j'ai essayé d'être quelqu'un de bien. Et c'est pas, c'est une chose que, en tout cas, je suis en train d'apprendre. Être quelqu'un de bien à la fin de sa vie, c'est pas facile. Donc, c'est un combat. Et d'accepter sa mort, ben, c'est quelque chose. Moi, 74 ans, j'aimerais ne pas avoir peur de la mort et de mourir avec le sourire. Je trouve que c'est formidable. J'y arriverai sûrement pas, mais je vais essayer. Voilà. Est-ce que vous pourriez désormais nous parler de ce film Woman que vous avez, qui est une suite d'une certaine façon de Human, plus centré sur D'abord, les… c'est un film que j'ai fait avec Anastasia Mikova, qui est ma co-réalisatrice, qui est un film. D'ailleurs, le film va être en VOD bientôt, donc vous pourrez certainement le télécharger. Je ne sais pas s'il sera téléchargé chez vous, parce qu'on va sortir en VOD la semaine prochaine. Quand on va acheter le film et le regarder. Euh, Aujourd'hui, c'est un film. On avait bien senti que sur le film Human, il y avait plein de choses qui n'avaient pas été dites encore sur le rôle, l'injustice. Moi, j'étais parti sur un film sur l'injustice sur les femmes. Aujourd'hui, la violence, hein, bien sûr, elle est sur les femmes, parce que les hommes sont plus forts, et cette espèce de mal qu'on a à l'intérieur de faire du mal, il est là. Euh, le, le, L'injustice que 80% des gens illettrés sont des femmes, 80% des gens du monde sont des femmes, que les femmes font tu vois, 50% du travail de la Terre et qu'il n'y a que 2% des biens du monde qui appartiennent à des femmes. Donc tout ça, c'est des choses qui étaient assez violentes sur pourquoi les femmes meurent beaucoup plus jeunes en Afrique, parce qu'elles sont moins bien soignées. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont des injustices. Donc moi, c'est là-dessus, je voulais vraiment partir mon film là-dessus. Et avec Anastasia, qui avait travaillé avec moi, on est plus parti sur qu'est-ce que c'est d'être une femme d'une façon très personnelle. Par exemple, je me souviens, un jour, elle m'a dit, Yann, il faut qu'on parle des règles. Je dis oui, mais les règles. Elle m'a dit, tu te rends pas compte qu'une femme de saigner tous les mois, c'est un vrai problème. Elles ne peuvent pas le dire, on ne peut pas en parler. Et en fin de compte, elle a bien fait d'en parler, donc on en parle. Voilà. Sur la sexualité, pas la sexualité, mais sur la transformation du corps. Tu vois, de jeune fille, tu passes à une femme, et quand tu es ce moment où tu passes, où on te regarde comme une femme, c'est très gênant pour les jeunes filles. Et en fin de compte, tu t'aperçois que les femmes ont beaucoup plus d'épreuves à passer que les hommes dans leur vie. Voilà. Et c'est plus compliqué d'être une femme dans ce monde d'hommes, je pense, que d'être un homme.
Voilà, donc c'était. Et puis surtout, la façon dont sont traitées les femmes aujourd'hui, et qu'on a été docteur Mukwege au Congo avec tous ces viols, avec les femmes yézidis vendues, quoi, c'est des choses. Alors, c'est pas un film que sur la violence là-dessus, mais bien sûr, c'est un film, on en parle aussi pas mal. Et c'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est aussi un film, je dois dire, qui est presque plus fait par les femmes de mon équipe que par moi. Parce qu'à un moment, j'ai bien compris, j'avais une 18 femmes qui travaillaient avec nous, entre journalistes et tout, j'ai compris que c'était plus un film qui leur appartenait que le mien. Vous étiez le Voilà, seul que je de fais. l'équipe? Non, on était 2 hommes, ou 3 de temps en temps, mais surtout, dans ce milieu de cinéma, il y a beaucoup de femmes, les monteuses, tu vois, les journalistes, on a vraiment travaillé avec des femmes, tout un film sur les femmes, et j'ai compris à un moment que elles étaient meilleures que moi pour en parler. Elles comprenaient mieux que moi. Donc j'écoutais, voilà. Et j'ai l'impression que le film a été plus fait par les femmes de mon équipe que par moi. Voilà, ce qui est rare, hein, d'ailleurs. Et ça n'a pas toujours été rigolo tous les jours, parce que, ou du moins, parce que moi je suis quelqu'un de très directif, mais j'ai compris quand même que là, il fallait que je laisse faire. Voilà. On a une question d'Alia qui nous dit: pourriez-vous nous parler du lien, selon vous, entre féminisme et écologie? Ben, c'est assez simple parce qu'aujourd'hui, tous les héros de l'écologie, c'est des femmes. En Mhm. parlant de Carlson qui a dénoncé le DTT dans les années 70, même 60, je crois. Tu vois, Vandana Shiva, Jane Goodall, Diane Fossey, en parlant de Greta aujourd'hui, je pense que les femmes ont c'est peut-être pas le féministe, hein, je ne dirais pas le féminisme. En tout cas, les femmes, si on prend le féminisme comme une action, quoi, comme une chose politique, les femmes ont cette vision de protection de leurs enfants, de la famille, de responsabilité peut-être que les hommes ont un petit peu moins. Et c'est assez étonnant de voir que toutes les héros de l'environnement, c'est des femmes, en grande partie. Voilà, donc j'ai pas d'autre chose à dire que ça. Et justement, sur des témoignages pour ceux qui découvriront Woman, moi je serais très heureux de diffuser Woman au Kazakhstan en 2021, peut-être dans des D'accord. cinémas, de voir un petit peu comment on pourrait Et faire même ça. maintenant, hein, il suffit de voir avec les distributeurs étrangers, je te mettrai en contact avec eux s'il y a moyen de le faire, il n'y a pas de problème. Et par les instituts, hein, vous avez un institut français là-bas? Alors, enfin, c'est le service culturel qui est l'Institut français. On n'a pas encore d'Institut français, mais on a 4 alliances françaises. Oui, parce que justement, il y a un accord avec eux, vous pouvez le diffuser, il faut voir ça avec eux. Ouais. Et est-ce que vous pourriez nous parler peut-être de encore quelques portraits de femmes qui vous ont marqué dans le film Woman? Dans le film, il y a une femme qui est toujours pareil, qui commence le film, qui est une femme incroyable, qui s'appelle Norma Batista, qu'on a filmée dans une conférence. C'est l'histoire inouïe, je vais le faire assez bref. Elle est très très belle, elle est magnifique. Et quand elle raconte sa vie, tu te dis, là, comment est-ce qu'elle peut vivre encore avec ça? Quand elle gardait son grand-père au Mexique, une famille assez pauvre, et elle a été abusée sexuellement par son grand-père aveugle. Et quand son grand-père meurt, elle va à l'enterrement, elle ose le dire à personne, tout le monde trouve ce mec formidable, elle ose rien dire, elle dit rien, elle garde ça pour elle. Un jour, elle part au Japon comme modèle faire des photos, voilà, par des recruteurs pour soi-disant faire des modèles. Et enfin, quand elle tombe dans un trafic sexuel, elle est enfermée dans un bordel, pas un bordel, mais elle a plus de papier, prisonnière de la mafia japonaise. Elle arrive à s'en sortir. Elle rentre au Canada. Il y a un de ses clients qui la ramène au Canada, canadien. Elle rentre au Canada, elle tombe enceinte et elle s'aperçoit que son fils qui est né a la même maladie que son grand-père et devient aveugle. Là, elle commence à boire et ouais, elle commence à boire. Et à un moment, elle se dit non, je ne peux pas continuer à boire. J'ai mon fils, je dois m'occuper de mon fils. Et elle prend une paire de chaussures, elle va courir la nuit. Et elle adore courir. Elle devient la plus grande marathonienne au monde. Elle devient qui bat des Guinness records et tout, c'est incroyable. Et elle explique que le moment le plus dur de sa vie, ça n'a pas été tout ça. C'est quand il a fallu qu'elle annonce devant tout le monde qu'elle avait été une victime tu vois, du trafic sexuel. Et que sa famille au Mexique, il y avait des gens qui voulaient la tuer parce qu'elle avait dénoncé son grand-père. Voilà, que le fait d'annoncer comme ça devant le monde entier qu'elle avait été victime. Et c'est terrible de penser que des femmes violées n'osent pas le dire, quoi. Quelque chose, une espèce de peur, de honte. Et c'était très bien pour le film parce qu'elle dit, en fin de compte, vous nous rendez silencieuses, quoi. Voilà. Et je pense que la parole des femmes n'est pas assez écoutée. Elles parlent, mais souvent, on n'a peut-être pas les oreilles pour l'écouter. Et le film commence par cette femme incroyable. Et d'ailleurs, on a commencé peut-être à faire un film, un scénario, un biopic sur elle, tellement son histoire est incroyable. Cette résilience qu'elle a est absolument inouïe après ce qu'elle a vécu. C'est Donc, voilà. ça qui vous a donné Ça aussi. a été une des choses les plus. Et en même temps,
les femmes yézidis qui te racontent qu'elles sont toutes enfermées, vendues pour un paquet de cigarettes aux djihadistes, et qu'un jour, il y a un gars qui arrive et qui prend une petite fille de 10 ans pour la violer, et qu'ils entendent la petite fille de 10 ans qui est violée par un mec, et sont toutes les femmes en train de pleurer en haut, et qui entendent une petite fille de 10 ans se faire violer à l'étage supérieur. Et tu te dis, mais comment ça peut arriver, quoi? C'est des choses. Moi, je suis toujours ce que je vais dire va pas plaire à tout le monde, mais je pense que le mal est vraiment du côté des hommes. C'est-à-dire, c'est les hommes, on a en nous cette espèce de côté de violence en nous. Est-ce que c'est génétique? Et il y a une preuve de ça, tu vois, c'est que dans les prisons françaises, il n'y a que 3 ou 4% de femmes. Ça veut dire quelque chose, voilà, ou 5-6%. Voilà, le chiffre des femmes en prison. Bon, les femmes sont beaucoup plus respectables des lois et qui sont moins violentes. Quoi. Voilà, tout simplement, parce que bien sûr, elles sont souvent en prison pour de la violence. Mais voilà, et souvent, elles sont en prison pour des histoires d'amour, quoi, de vengeance, tu vois, amoureuse. C'est pas. Je pense que l'homme, on porte en nous cette espèce de violence incroyable. Et ce film, j'ai entendu des choses que je ne pensais pas qu'ils pouvaient exister. Quoi. Des femmes violées avec des coups de couteau, tu vois, au Congo, tu entends ça, c'est terrible, quoi, tu frissonnes. Et c'est le docteur Mukwege, qui est ce fameux médecin qui a eu le prix Nobel, hein, voilà, qui est au Congo. Donc voilà, il y a une espèce de... Et en même temps, une résilience incroyable, parce que quand on a filmé là-bas, moi je n'y étais pas, mais il y avait une fête avec les femmes qui avaient été justement violées. Alors, tu les voyais tous danser, réparer, surtout, tu vois, recousues, soignées par le médecin. Et tu les voyais tous danser avec une joie incroyable. Quoi. Il y a une espèce de résilience chez les femmes. Peut-être qu'elles portent en elles, tu vois, ces milliers d'années de douleur, de souffrance, et elles doivent vivre avec. Tu vois. Et c'est assez passionnant. Et je pense que les femmes sont plus courageuses que nous, je pense en tout cas, parce que voilà, c'est ce que je pense sincèrement. On a des beaux messages de remerciement, dont un qui dit: Vous êtes un médecin de l'âme, Yann Arthus Oui, Bertrand. oui, oui. C'est gentil, c'est gentil. Je sais On pas a, si. Mais je pense qu'on est tous quelque part, on peut te. Ça, tu sais, il faut comprendre que tous, dans sa zone d'influence, on peut faire quelque chose. Toi, tu le fais en faisant cette chose-là avec l'ambassade. Chacun, à sa place où il est, peut faire quelque chose. Le boulanger, l'architecte, le mécanicien, chacun peut faire ce qu'il peut. Moi, je fais des films et j'ai la chance d'avoir une audience médiatique plus importante, mais chacun à sa façon peut faire. Voilà, c'est pas réservé aux gens qui parlent à la télé ou à la radio. Loin de là, sinon ça marcherait pas. Alors, vous parliez du sport avec justement cet exemple très fort. Quels sont juste vos prochains projets? Bon, on est en train de monter un film qui s'appelle Legacy, qui est un film qui s'appelle Legacy ou le courage de la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le courage de regarder ce qui se passe en face. Et donc, on est en train de faire ce film, qui est un film qui est fait entièrement c'est la suite du film Home. Je vous conseille de regarder ce film qui est sur Internet. D'ailleurs, il y a une version russe, il y a une version anglaise, il y a une version. Donc, voilà, c'est un film qu'on peut voir sur YouTube. Et c'est un film qui est. Legacy est un film qui est. Un film avec beaucoup d'archives. On l'a fait à l'économie. On a très peu tourné des nouvelles images. Et quand on a tourné des nouvelles images, on a fait travailler avec des dronistes, avec des drones pour tourner les images. D'ailleurs, j'adorerais tourner des images à Bakou. Vous n'êtes pas loin de chez vous, là. J'aimerais bien qu'on puisse avoir des images en drone de Bakou. Si j'envoie un message, là, s'il y avait quelqu'un qui peut me tourner les vieux puits de pétrole à Bakou, j'adorerais. Hein. C'est pas loin de chez vous, tout ça. Voilà. Pour mon film. Et donc, on a plutôt utilisé des gens en drone qu'on a contactés par Internet qui nous ont fait des images. Voilà. Et c'est un film qui va parler de cette histoire incroyable de l'humanité, parce que c'est incroyable, parce que l'histoire du monde, c'est une histoire fantastique. Quoi. Les armes, tout ça, les insectes, quoi, on en parle un petit peu. Et on parle de la grotte Chauvet pour raconter tout ça, de ces dessins qui ont 35 000 ans, parce que quand on voit les dessins de la grotte Chauvet, c'est absolument inouï. Quoi. La qualité artistique de ce dessin, c'est inouï. Les gars, ils filmaient dans des grottes avec des torches, avec des graisses d'animaux, donc c'est inouï. Et ces gens qui étaient dans la grotte Chauvet, qui sont nos ancêtres, ne savaient pas du tout l'avenir ni le passé. Quoi. Ils vivaient à l'instant présent, et nous, on sait l'avenir et on sait le passé. Et peut-être que c'est une réflexion au hasard, donc on parle de ça, et on parle de tout ce qui est en train d'arriver, voilà, avec des chiffres. C'est un film pas pessimiste, mais c'est un film quand même qui va être difficile à faire, parce qu'il est évidemment avec des chiffres qui parlent de la fin du monde, mais je crois avoir le courage de regarder ces chiffres en face.
Oui, On fait quel ça, est on fait un film, on fait un film sur les 105 ans de la Convention citoyenne. On va faire un film sans doute un peu comme Human, un gros truc sur le sport. Voilà. Et puis j'ai une grande exposition qui ouvre à la Villette là, dans 15 jours sur mes images aériennes avec des chiffres sur les ODD, sur les chiffres sur la Terre. Voilà. On a beaucoup d'autres films. Puis d'autres projets un peu trop loin pour un. Et puis, non, c'est vrai, on fait un film qui s'appelle France, une histoire d'amour. On est en train de raconter, c'est l'histoire de. C'est des films d'interview sur la France pour voir comment ce pays, cette république, pas si mal que ça en fin de compte sur l'éducation, sur la santé, et que c'est un pays. Vous savez, les Allemands, ils ont c'est le proverbe que j'adore qui dit être heureux comme Dieu en France. Voilà. Donc on est parti un peu là-dessus et on a pris un immeuble à Boulogne-Billancourt, un immeuble social où on interroge tous les gens et après on va aller filmer la France. Ils nous parlent. La France, c'est un pays avec des paysages incroyables, avec des terroirs, avec des gens, avec une. C'est formidable ce qui se passe en France et ce film s'appelle France, une histoire d'amour. Voilà. C'est au début du film, on gère des financements là-dessus. Nous avons une question également d'Andrei pour vous, Yann Arthur-Bertrand. Pensez-vous faire un film de fiction? Non, parce que la fiction ne m'intéresse pas beaucoup. Je trouve que la réalité est encore beaucoup plus forte. Et voilà. Et puis en même temps, la fiction, c'est quand même, il faut savoir le faire. Quoi. Je ne serais pas capable de diriger des comédiens. Bah, c'est une question. Voilà. Et puis j'ai pas envie. Non, j'ai pas du tout envie pour l'instant. On prépare un film de fiction, quoi. C'est pas de fiction, mais avec Norma, qui sera un film que je réaliserai pas, hein, dont on fait le scénario sur cette histoire, avec des acteurs. C'est pas moi qui les réalise. Mais c'est une histoire vraie, quoi. C'est un biopic. Hein, voilà. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'écologie politique? Enfin, je sais que vous appréciez et vous respectez beaucoup Nicolas Hulot, qui était le ministre de l'écologie en France. Oui, mais je pense que il y a un article, je disais ce matin, c'est impossible d'être ministre de l'écologie en France. C'est un poste impossible. On ne peut pas se battre contre. En fin de compte, c'est se battre contre la croissance. Et la croissance, l'État en a besoin pour payer les hôpitaux, tu vois, les écoles, les routes, les fonctionnaires. Donc c'est compliqué, c'est pratiquement un boulot impossible tant qu'il n'y aura pas un consensus national qu'il faut qu'on change. Et ce consensus, il n'est pas là encore. Et le rôle d'un politique, il est malheureusement là pour répondre pourquoi il a été élu, quoi. Et donc, il dépend de ses électeurs. C'est Jean Covici qui dit assez bien que, en fin de compte, un chef d'entreprise, il est en haut de la pyramide, tu vois, puis il fait je dirais pas ses ordres, enfin ses intentions, elles descendent en bas et ses instructions, alors qu'un homme politique, en fin de compte, c'est les électeurs qui lui demandent ce qu'il doit faire. Et il dépend énormément de ses électeurs. Et il faut avoir beaucoup de courage pour faire à des électeurs des choses qu'ils n'en ont pas envie. Quand on voit bien pour la taxe carbone en France, on a vu les gilets jaunes, on a vu. Puis dans un pays tellement compliqué où jamais personne n'est content que c'est compliqué. Ouais. Non, je pense que c'est un boulot impossible. Je pense que Nicolas a fait ce qu'il pouvait, mais qu'il était très mal. Voilà, il était pas à sa place. Quoi. Je pense que d'être un homme politique, c'est un métier très compliqué. Et d'ailleurs, c'est Michel Rocard qui m'avait dit ça, qu'on avait interrogé pour Human, ou qui m'avait dit la méchanceté est une qualité en politique. Imagine, on doit travailler dans la politique. Voilà, rien que quand tu entends ça, tu n'as pas envie d'y aller. Quoi. Justement, là-dessus, pour reprendre par rapport à Nicolas Hulot, on a souvent dit qu'il avait été pris par les lobbies. Jane Goodall, qui était une des interviews de Human, disait également que le problème n'était jamais un problème politique, c'était plutôt un problème économique. Tant qu'il y aura des lobbies qui vont finalement avoir des intérêts financiers, eh bien, on ne pourra pas faire changer les choses. C'était le vrai problème majeur euh, de Ouais, la. mais tu sais, on a trop tendance C'est un mauvais à, coupable. ouais, à chercher un coupable dans les lobbies. Je ne sais pas. Il y a du vrai, bien sûr qu'il y a du vrai. Bien sûr que les lobbies existent. On voit bien sur les pesticides en France. On a perdu 30% des oiseaux, 80% des insectes volants et on continue à les mettre. C'est fou comme il n'y a pas un homme politique courageux qui décide, bon, bah non, les pesticides sont. C'est très compliqué. Et Hulot a essayé, mais bien sûr, le lobby, c'est un lobby en fin de compte. Il ne faut pas oublier que l'agriculture en France, on est un pays agricole, hein, qu'on a 55% de nos terres qui sont agricoles, ce qui est énorme. On est pas loin d'un record du monde, à mon avis. Et,
et les rentrées agricoles, ça pèse beaucoup dans l'économie du pays, hein, c'est en milliards. C'est par les 2 ou 3 premières rentrées, donc quelque part, ça a un poids incroyable. Et donc, se battre contre cette baisse de demande, de croissance et de vendre. On voit bien, moi, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai fait une tribune dans Le Monde il n'y a pas très longtemps sur le lait, en expliquant que c'était honteux qu'aujourd'hui, la France achète le lait 0,30, pas la France, quoi. Les Lactalis, les grosses boîtes, les coopératives achètent le lait 0,30 centimes, alors que le lait coûte 0,40 centimes à produire. Donc, en fin de compte, les paysans qui font du lait en France aujourd'hui, ceux qui ne sont pas organisés en coopérative, qui ne font pas de transformation de leurs produits, eh bien, ils travaillent tous les jours à perte. Et c'est honteux, quoi. Donc, il y a eu on se suicide, beaucoup de suicides de paysans. Et si tu veux, il y a un manque de courage politique de dire, bah, ça devrait être interdit d'acheter du lait en dessous de ce que ça coûte. C'est interdit de vendre à perte. Voilà, il y a un manque de courage politique et je pense qu'il y a peut-être un manque d'humanité, quoi, quelque part, dans ces grosses administrations. Voilà, d'aller à l'essentiel, quoi, que le rôle d'un politique, c'est que les gens soient heureux, au moins, quelque part. Et donc, voilà, et les paysans aujourd'hui, beaucoup de paysans ne sont pas heureux. Et, et sur le bio, par exemple, qui est devenu aussi, moi, un de mes combats, parce qu'aujourd'hui, je répète, on a perdu en France 30% des passereaux. C'est pas un truc d'écolo, c'est un truc, c'est le muséum qui dit ça, hein, c'est des études d'histoire naturelle française. Donc, voilà, plus 80% des insectes volants en France, c'est une étude allemande, hein. On a perdu. Et c'est vrai, moi, par exemple, ici, chez moi, j'ai plus de sauterelles. Alors, quand j'étais gosse, j'allais pêcher avec mon grand-père, on avait ramassé des sauterelles tout le temps. Il n'y a plus de sauterelles. Et ça, c'est certainement dû aux pesticides. Je pense qu'il n'y a pas ce courage politique de dire, ben voilà, aujourd'hui, on va privilégier le bio, aider les paysans à faire leur transformation. Je sais que, par exemple, au Brésil, Lula avait fait un truc formidable. Il avait imposé que dans toutes les écoles, il y ait 30% de bio et que ce bio soit surtout fait par une loi, hein, fait par les petites entreprises. Donc, si tu veux, ça a changé et ça a donné un coup d'air incroyable à tous les petits paysans qui se sont mis à faire du bio parce qu'ils savaient qu'ils avaient un marché dans les écoles. Je pense qu'en France, on pourrait travailler sur un même genre de projet. Mais en France, c'est un peu compliqué parce qu'on dépend beaucoup de l'Europe. Et c'est les lois européennes qui imposent beaucoup de choses. Ici, au Kazakhstan notamment, mais en Asie centrale plus généralement, il y a des initiatives qui sont faites, qui sont portées par des entrepreneurs sociaux, par des personnes qui essayent d'agir dans leur domaine, que ce soit l'industrie, la mode, etc., pour produire de façon plus durable, en tout cas d'éviter des matériaux qui soient trop polluants ou qui fassent effectivement marcher une industrie qui crée de la souffrance chez les animaux. Quel message vous auriez à donner à ces entrepreneurs qui essayent dans des contextes qui ne sont pas toujours faciles et dans des pays en plus qui sont plutôt émergents? Quels conseils vous pourriez leur donner à ceux notamment qui sont présents aujourd'hui? Tu sais, ça sera prétentieux de ma part de parler des choses que je ne connais pas bien. Je ne sais pas comment l'économie du pays, je ne sais pas comment ça se passe, donc je n'ai pas beaucoup de conseils à donner, mais de toute façon, chacun sait très bien, et je répète encore tout à l'heure, des choses que je dis souvent, entre le bien et le mal. Qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal? Voilà, c'est chacun dans sa conscience, c'est ce qu'il peut faire. De temps en temps, on est un peu, tu vois, c'est plus facile de faire comme d'aller à la facilité. Et il faut être courageux, et c'est prendre des risques d'aller à contre-courant, quoi, faire des choses qui ne sont pas habitées. Il ne faut pas avoir peur de le faire, je pense que il y a aussi une chose, il ne faut pas avoir peur de sa chance, quoi. Quand on a la chance de comprendre les choses et qu'on sent que c'est dans ce sens-là, il faut aller, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à le faire. Je le dis souvent, pas avoir peur de la chance, pas avoir peur d'essayer en tout cas. Merci beaucoup. Nous avons une question de Yerlan également. À votre avis, les hommes pourront-ils rester encore humanistes quand on aura plus d'1 milliard de réfugiés climatiques en Europe? Ben oui, peut-être encore plus parce que mais tu sais, c'est tous des prévisions qui font peur à tout le monde. Nous, en France, on est on connaît les réfugiés. Moi, ça m'a, les réfugiés, moi, ça m'a, alors, je parlais d'une bonne sœur tout à l'heure. J'ai beaucoup une bonne sœur qui est à la porte de la Chapelle à Paris, qui s'occupe de réfugiés. Donc, j'en vois souvent. On en a accueilli chez nous, donc je sais ce que c'est. Et je pense que c'est réfugiés, mais c'est surtout les réfugiés économiques, plus qu'aujourd'hui, changement climatique. Il faut imaginer que, moi, je vois par exemple à Brazzaville, l'orphelinat dont je m'occupe, il faut savoir d'abord que la grande révolution de notre époque, c'est pas les avions, c'est pas les bagnoles, c'est surtout la communication. Regarde, aujourd'hui, on est en train de se parler par le téléphone, sur une ligne, on parle, toi, on peut passer dans le monde entier. Pendant le Covid, j'ai fait beaucoup d'interviews comme ça. Donc ça, c'est vraiment un truc incroyable. Et
quand je suis les gosses de Brazzaville, ils m'appellent sur WhatsApp ou sur Viber, tu vois, tout de suite. C'est facile de parler la communication. Et quand on a le téléphone et qu'on est à Brazzaville, on sait exactement ce qui se passe en France. On connaît les salaires, on sait comment ça se passe, on connaît les aides. Et ce paradis incroyable qu'on a au bout du téléphone, on appelle des copains qui sont à Paris, qui travaillent, et quand ils te racontent que les types, même s'ils gagnent le SMIC, pour un gars à Brazzaville, c'est un salaire incroyable, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y aller. Et je pense que tous les adolescents, il faut imaginer que tous les adolescents africains n'ont qu'un rêve, trois quarts du temps, c'est de vivre d'aller dans ce paradis qu'on voit à la télé, qu'on voit à la radio, qu'ils sont sur leur téléphone. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de partir. Quand tu vis dans un pays où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as qu'une envie, c'est de partir ailleurs. Et donc, il y a une envie de partir, d'aller dans ce monde qu'on voit sur les téléphones, qu'on voit en permanence. Voilà. Et donc, il faut s'attendre à avoir beaucoup, beaucoup plus de gens qui vont venir. Est-ce qu'on va être capable de les accueillir? On ne peut pas accueillir tout le monde, j'en sais rien. C'est une question insoluble. Et, moi, j'aide beaucoup SOS Méditerranée, qui est une ONG, qui a des bateaux, qui va aider les gens. On a fait des manifestations pour eux. Et les réfugiés, voilà, est-ce qu'on sera capable de leur tendre les bras, de les accepter? J'en sais rien. En tout cas, il faudra. Je pense qu'on va être obligé de le faire et ça déstabilise un pays, hein, de recevoir beaucoup, beaucoup de gens. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, qui a accueilli près d'1 million de réfugiés, de Syriens et tout ça. J'ai encore deux dernières questions pour vous, Yann. Une question de Laïla. Est-ce que votre fondation est soutenue aujourd'hui par le gouvernement ou par des pouvoirs publics? Non, on n'est pas soutenu par le gouvernement, on est soutenu souvent par par des grosses entreprises qui nous donnent un peu d'argent, mais on est soutenu du fait que l'argent qu'on reçoit est détaxé des impôts. Donc, quelque part, c'est un peu une aide, tu vois, quelque part. On touche de l'argent par là. C'est toujours un peu compliqué de recevoir de l'argent des boîtes qui font un peu le contraire de ce qu'on a envie de faire, tu vois. Mais en même temps, dans toutes ces grosses boîtes, il y a des gens qui veulent changer les choses. Et donc voilà, on touche aussi beaucoup d'argent de particuliers. Pas assez, mais j'aimerais bien dépendre que de particuliers, mais c'est impossible. J'ai 40 emplois chez moi. Voilà, on a une école de cuisine, on a ouvert un endroit à Paris formidable, un petit château où on fait de la vidéo, si un jour vous voulez faire bien une conférence à Paris, vous êtes les bienvenus. Et on parle aussi bien des abeilles qu'on va parler des réfugiés. Voilà, donc c'est vraiment un endroit important. Et d'ailleurs, j'ai deux bateaux de réfugiés qui sont exposés avec les gilets de sauvetage qui racontent un petit peu ce qui se passe en ce moment à la Fondation. Donc, c'est vraiment une écologie humaniste. Voilà. Et on est soutenu par les gens qui viennent. Voilà, écoute, et là, on est un peu inquiet parce que le Covid et la crise économique ne va pas nous aider. Oui, on a des commentaires justement là-dessus qui nous disent espérons qu'avec le Covid et les prises de conscience, en tout cas de certains, ces gestes vont perdurer. Bah, essayons. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vécu là 2 mois qui était le rêve de tous les écolos. Il n'y avait plus d'avions, plus de bagnoles. On entendait les oiseaux. On vivait avec l'essentiel et on ne vivait pas si mal que ça. En fin de compte, l'essentiel nous suffisait. Donc voilà, mais en même temps, on a tellement besoin de la croissance pour continuer à vivre. Cette croissance, c'est une espèce de tyrannie, une religion. On a tellement besoin de cette croissance pour continuer à payer les gens, tu vois, que je ne crois pas beaucoup que ces 2 mois vont changer grand-chose. Peut-être par la suite, mais là, il y a vraiment une envie, je crois, de remettre le pays en route. On voit sur Air France, quand j'écoutais Une les reprise, chiffres. hein. En France, j'écoutais l'autre jour, chaque année en France, on reçoit 90 millions de touristes. Ces touristes, on ne va pas les avoir. T'imagines ce que ces gens dépensaient en France, que ça va faire un trou énorme. Les restaurateurs, les hôteliers, quand tout le monde va dépendre de ça, entre autres. Donc, quelque part, il y a une crise économique majeure qui est en train d'arriver. Voilà, et puis il faudra l'amortir. Je pense que l'écologie ne sera pas la chose dont on parlera le plus. Voilà, je ne crois pas beaucoup. Voilà, je ne crois pas trop. Une dernière question pour vous, Yann. Comment peut-on être encore humaniste et croire en l'humanité quand on a pu voir ce dont l'homme est capable et ce qui l'entraîne? Ça, je crois que c'est c'est des références à vos films Human et Woman, notamment. Entre Non, autres, mais d'autres aussi. oui, mais il faut accepter qu'on n'est pas mieux que les autres, qu'on a tous en nous voilà, ce que font les autres, c'est toi qui le fais aussi quelque part. Ça, faut l'accepter. C'est très difficile d'accepter ça, mais malheureusement, on est tous un peu responsables de ça. En tout cas, moi, je le crois. Et de toute façon, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'agir, de faire. Voilà, si on ne passe son temps à regarder ce que font les autres en disant ça nous empêche ça sert à rien de ce qu'on fait,
on n'avancera pas. Je pense que chacun fait à sa façon voilà, et c'est bien. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur la façon dont on traite les animaux, on traite la vie autour de nous, cette espèce de déni collectif. Parce qu'en fin de compte, on ne veut pas croire ce qu'on sait. Quand tout le monde sait ce qui est en train de se passer, mais on ne veut pas le croire. Je crois que chacun, c'est un combat qu'on doit tous mener. Les gens convaincus, il faut continuer à essayer de parler, d'information, voilà, de parler. Et c'est drôle parce que les Jean Covici, donc ce fameux polytechnicien qui parle, il dit qu'en fin de compte, que pour changer le monde, c'est pas l'argent qui est important, ça n'a aucune importance. L'argent, il faut le dépenser, il faut faire le maximum. Mais ce qu'il faut, c'est l'information, informer tout le monde, quoi, et c'est d'expliquer ce qui est en train de se passer, ce qu'on fait en ce moment. Hein. C'est informer, et c'est pas que les enfants, l'éducation, c'est informer tout le monde de ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que la Convention citoyenne qui est à Paris, c'est formidable. Voilà, et puis sur le social, il faut aider les autres. Il va y avoir des gens qui sont en difficulté, et si on veut pas une révolution sociale difficile et compliquée, il faudra qu'on soit de plus en plus humaniste. Voilà, tu sais, il y a des gens qui, moi je ne suis pas dans mon cas, mais tu as des gens comme l'abbé Pierre ou des gens comme ça qui ont combattu la pauvreté. Bien sûr, il y avait le capitalisme, il y avait tout ça, mais ils y allaient, ils continuaient à faire. Ils ne se disaient pas, il y a des gens qui sont riches, qui ne donnent pas. Moi je fais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut continuer à se battre et faire ce qu'on croit de bien, d'essayer de le faire sans se poser trop de questions. Bon, Merci. tu as un peu fouillé ma réponse, mais bon. Non, mais je pense que ça a répondu Ouais, en ouais. grande partie à la question qui était posée. Merci beaucoup, Yann, pour ces réponses. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je remets Avec dans le plaisir. chat votre adresse mail yann2@tiab.fr pour .fr, voilà. des questions Voilà. notamment sur. Et si vous voulez vous inscrire aux dépêches, voilà, vous me parlez, je lis tous mes messages. Ça me prend du temps, mais je le fais. Voilà. Merci beaucoup. Merci également aux participants et aux acteurs, toutes les alliances françaises d'Asie centrale qui ont relayé l'information, qui ont communiqué aussi sur Human. Merci aussi à tous les partenaires associatifs, que ce soit le Festival du film kazakhstanais en France, Andrei Ivanov, Dina Baitasova aussi de la galerie de C, la galerie d'art du Kazakhstan, et puis à l'ensemble des partenaires aussi associatifs, Astana francophone, et Et puis si vous voulez projeter Woman, m'envoyez un petit message et je vous mettrai en contact avec le distributeur. Voilà. Hein, ouais, parce que j'aimerais c'est un beaucoup. film important. Avec plaisir, avec plaisir. C'est aussi fort que Human et formidable. Et merci à Anastasia Mikova et son équipe qui a fait le film avec nous. Voilà. Merci infiniment. Merci à Ouais, tous. Et puis à à très très bientôt. bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour la rencontre avec Germain Louvet, danseur étoile à l'Opéra de Paris. On discutera d'une autre thématique cette fois autour de la danse classique et notamment de sa carrière et de son parcours en tant que danseur étoile. Donc à bientôt et puis à la semaine prochaine. À bientôt. Je vous embrasse tous.